Bonjour à tous, je suis Eugénie Ordonneau, le webmaster de Officeni et bienvenue à notre troisième webinaire sur l'aménagement de l'environnement de travail. Donc, je vais passer la parole à notre président, Stéphane Malherbe. Et donc, c'est à toi, Stéphane. Merci Eugénie, bonjour à toutes et à tous. C'est avec encore un grand plaisir qu'on vous retrouve très nombreux depuis ce début de semaine pour ce cycle. C'est un vrai plaisir parce qu'en partenariat effectivement avec l'UNED et son président Île-de-France, Stéphane Martinage, qui va prendre la parole dans quelques minutes, qui en complément d'être le président Île-de-France est également un serial entrepreneur. On a pris beaucoup de plaisir à constituer ce cycle de 4 conférences pour essayer modestement, non pas avec prétention d'apporter des réponses toutes faites, mais d'esquisser à travers ces 4 thématiques, RH, home office, identité, sécurité, enfin bref, toutes ces thématiques, d'essayer un petit peu d'esquisser ces bouleversements qui seront à l'œuvre. Et on a pris vraiment un énorme plaisir à organiser ce cycle et qui rencontre un vrai succès. Et merci pour votre présence encore à toutes et à tous. Je vais passer tout de suite la parole à Stéphane Martinage. Et c'est un vrai plaisir aussi de l'accueillir parce que c'est une personne que je connais de longue date, qui est un vrai professionnel, qui a une vraie vision un peu prospective. Et voilà, comme ça, la pression est mise. Et je lui passe. Merci Stéphane, je reconnais là, c'est sympa. Voilà, je lui passe tout de suite la parole. Merci encore. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Stéphane de cette introduction qui effectivement met la pression pour 2 raisons. D'abord, se voir reconnu autant d'expertise et de savoir, maintenant il faut que je sois à la hauteur, donc ça c'est sympa. Merci beaucoup Stéphane. Et la deuxième, je n'ai rien vous cacher mes amis, j'ai longuement préparé mon dossier, j'étais en train de le relire dans le taxi qui m'a amené, parce que j'avais un rendez-vous dans Paris qui était non prévu et que j'ai dû honorer. Et j'ai oublié mes notes dans le taxi, papier, voilà. Donc, je suis dans ce qu'on appelle une vraie adaptation en temps réel à une circonstance. Et comme je suis un professionnel, eh bien, je vais m'adapter à cette situation et je vais vous donner le meilleur de moi-même et de mes connaissances. Voilà. En introduction, je vais vous présenter un peu le rôle d'un syndicat, en l'occurrence celui des architectes d'intérieur et designers de France, et la raison pour laquelle on a, avec Stéphane Malherbe et Officeni, contribuer à monter ces 4 présentations que nous faisons pour la troisième aujourd'hui. Voilà. L'objectif d'un syndicat des architectes d'intérieur et designers, c'est surtout de pouvoir mettre en corrélation des pratiques, puisque nous sommes sur un métier qui est peu réglementé. Et on s'aperçoit assez souvent que un certain nombre d'obligations légales, de réglementations ne sont pas forcément prises en considération par certains de nos confrères. Et donc, le syndicat a un premier rôle, c'est de justement faire en sorte que l'exercice de notre métier soit conforme à sa déontologie, à ses pratiques et au regard des règles et de la loi qui sont celles du code de la construction, qui est extrêmement précis et réglementé en France. Voilà. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est aussi de faire connaître mieux notre métier sur toutes ses facettes, et elles sont nombreuses. Aujourd'hui, on aborde celui du tertiaire, donc de ce qu'on appelle les établissements recevant des travailleurs, dans lequel vous avez des bâtiments normaux, et aussi vous allez avoir des bâtiments qu'on appelle IGH, vous savez, c'est les grandes tours de la défense, qui ont des systèmes de réglementation, sécurité, hygiène, enfin voilà, c'est très complexe, on est sur du hors norme. Et là aussi, notre professionnalisme est attendu parce que concevoir des aménagements dans différents types d'environnements architecturaux nécessite une connaissance pointue aussi de la réglementation et des techniques architecturales. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de ça. Sachez que nous abordons aussi l'habitat, nous abordons la rénovation, nous abordons les bâtiments anciens classés monuments historiques, nous abordons aussi ce qu'on appelle les ERP, les établissements recevant du public, qui sont eux aussi, bien entendu, assujettis à des règles extrêmement précises. Donc voilà la présentation de notre syndicat, plus la créativité, pardonnez-moi, j'allais l'oublier, qui est l'élément essentiel de notre métier. Et ça, nous en avons beaucoup parmi nos confrères. Aujourd'hui, on va parler d'une nécessité dans le cadre de la situation, je dirais, épidémiologique et sociétale et économique de notre environnement, de se positionner sur un mode de réflexion un peu particulier pour savoir quelles sont les évolutions qu'on peut ou pas donner à nos environnements de travail.
Par expérience, j'ai souvent constaté que nos clients avaient un certain souci à élaborer ce qui est essentiel à nos yeux pour travailler, c'est-à-dire le cahier des charges. Alors, le cahier des charges, c'est écrire en français ce que nous allons traduire avec vous de façon technique et architecturale dans vos lieux de travail. Mais c'est un petit peu plus que ça, parce qu'on va aussi aborder assez souvent l'environnement, je dirais, de travail, mais aussi au travers de l'environnement de l'organisation du travail. Et c'est là où ça commence à devenir un peu compliqué, parce que le cahier des charges technique, il est performantiel, mais il n'aborde pas l'environnement de vie et le management et les ressources humaines au sein même de l'entreprise. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est à travers une technique du questionnement, imaginez vos propres cahiers des charges dans le futur. Alors, bien entendu, eu égard au laps de temps qui nous est donné aujourd'hui, on va effleurer, on n'ira pas en profondeur, mais on va se donner quelques clés importantes qui sont au nombre de 5 essentielles pour pouvoir aborder la constitution d'un cahier des charges performantiel, technique et environnemental. Alors, pour ce faire, je vais repositionner aussi un peu dans le contexte. Depuis 40 ans, on est passé du bureau à côté de l'usine ou du bureau du dirigeant à l'industrie du tertiaire. Vous avez vu une forte concentration, une forte massification des espaces de travail, à la fois dans le regroupement géographique sur des espaces bien déterminés, et je prends en considération les zones d'activité, les zones telles que la défense où on a une surconcentration sur une seule typologie d'activité qui est le tertiaire. Et à l'intérieur même de ces bâtiments, on a aussi une surproduction de personnes. En fait, on va chercher à massifier, à augmenter le nombre de personnes au mètre carré. Voilà. Et dans des espaces de plus en plus grands, dans des espaces de plus en plus faciles à aménager, configurables et reconfigurables. En fait, tout ça, ça n'a pas bougé depuis 40 ans, ça s'est amplifié et clairement, l'outil de performance, il est mesuré de la manière suivante sur un ratio de personnes au mètre carré. Car évidemment, vous l'avez compris, ce ratio de personnes au mètre carré détermine un coût d'exploitation dans lequel on peut à peu près tout mettre pour déterminer la valeur réelle en coût de votre mètre carré d'entreprise. Donc ça, c'est la première partie. Et on verra que peut-être, en fonction des nouvelles considérations et des nouveaux environnements que nous avons, il y a peut-être d'autres indicateurs qui vont venir se greffer ou pas, en fonction de ce que vous allez faire. On a vu aussi, globalement, je l'ai précisé précédemment, un emplacement géographique de plus en plus concentré. Dans Paris, vous avez le fameux triangle d'or qui concentre les banques, les grandes entreprises, les grands sièges sociaux, pour des raisons d'accessibilité, moins de 20 minutes, avec une disponibilité de transport en commun extrêmement rapide, pour une question d'image aussi, sur lequel les entreprises ne sont pas complètement déconnectées, et puis une facilité, je dirais, de faire amener des collaborateurs à un point donné central, qui est facile, encore une fois, en transport en commun, beaucoup moins aujourd'hui en transport individuel, mais je ne pense pas que ça va s'améliorer. On a vu aussi, et on verra, c'est le troisième indicateur, les bâtiments. Alors, en 40 ans, on est passé du bâtiment très, très brutal en termes de conception, complètement bétonné, très énergivore, très peu favorable à l'aménagement et au réaménagement en fonction des besoins de l'entreprise. On est passé à des bâtiments dits intelligents, avec beaucoup de capacités de gestion de la communication. C'est le câblage informatique, c'est le bornage Wi-Fi, enfin, c'est tout ce qui va faciliter la connexion vers l'extérieur. Et des bâtiments où globalement, vous avez un squelette central qui est le puits je dirais, des ascenseurs et des escaliers, et pas de trame, c'est-à-dire pas de séquençage mais très spécifique qui permettent d'ouvrir ces fameux open space quasiment sur un 360, puisque un plateau, il y a une seule colonne centrale et il n'y a plus rien qui empêche l'aménagement intérieur. Donc ça, ce sont des bâtiments qui sont essentiellement dans la défense, qui sont essentiellement dans les zones d'activité modernes. Dans les bâtiments anciens, intramuros dans Paris, là,
c'est beaucoup plus complexe. On en a quelques-uns, mais on est essentiellement sur des anciens bâtiments. Je parle au niveau des boulevards Haussmann, avec une adaptation à un environnement bâtiment extrêmement peu favorable pour les entreprises, mais le prestige et la nécessité de se positionner dans ces emplacements prédominent à toute autre considération. On va voir aussi la quatrième clé qui est la ressource humaine et le management. Parce qu'aujourd'hui, ces deux composantes interviennent dans les concepts d'aménagement. On s'aperçoit que le management est de proximité, il y a un fort contact. On s'aperçoit que les ressources humaines capitalisent à la fois sur l'emplacement géographique et la performance de l'entreprise et son image pour avoir une notion d'attractivité, pour faire venir les gens dans l'entreprise. Et donc, globalement, une zone de chalandisme, de compétences qui doit être en périphérie du point d'implantation. Et on va voir aussi apparaître quelque chose qui n'est pas nouveau en soi, mais qui est nouveau par son ampleur, c'est le fameux home office, le télétravail. Voilà, j'ai résumé globalement ces 5 grands points qu'on va maintenant redétailler en profondeur avec vous, de façon à ce que vous ayez un peu plus de finesse, tout en partant d'une considération à aujourd'hui, quelles sont nos connaissances de la situation. On a un peu de mal, je vous l'avoue, à faire de la prospective pour savoir s'il va y avoir une récurrence dans la Covid, pardonnez-moi, dans sa capacité à être un élément perturbateur économique fort et social fort. Donc ça, on ne sait pas le maîtriser aujourd'hui, on ne comprend pas encore très bien cette maladie, mais en tout cas, elle a été le déclencheur d'une prise de conscience et de modification de comportement individuel avant même d'être un vecteur de modification structurelle dans la façon de s'organiser et de travailler. On va aussi voir qu'on peut se projeter quand même un peu à demain, mais surtout, qu'est-ce qui va se passer à plus loin? C'est-à-dire que si on considère qu'il n'y aura pas de révolution, quelles seraient les évolutions qui pourraient être pertinentes, qui seront amplifiées ou pas au fil du temps? Voilà. Donc, je vais vous donner, bien entendu, mon avis, ma vision des choses. Elle n'est que le principe d'un raisonnement et elle doit s'adapter à tous les cas de figure qui sont personnels que vous représentez tous aujourd'hui au travers de vos entreprises. Eugénie, comme je vais sans filtre réellement et n'ayant pas mon guide précis, je suis demandeur aussi s'il y a déjà des premières questions, des premières interrogations, qu'on en fasse quelques-unes rapidement. Ça me permettra, sur ce premier plateau de présentation, de savoir s'il y a des précisions à faire. Pour l'instant, on n'a pas de questions, donc tu peux continuer. Alors, je ne sais pas comment je dois prendre la situation, mais en tout cas, c'est positif. C'est très positif parce que c'est passionnant. Merci. Je veux revenir sur l'élément principal qui est celui de la performance de l'outil de travail tertiaire, qui à mon sens est le premier objectif que se donnent nos clients, qui est assez logiquement celui qu'on peut positionner, mais qui pour ma part n'est certainement pas le seul, le plus important à mettre en haut de la page. Je propose plutôt de faire une espèce de grand cercle dans lequel vous allez mettre ces 5 présentations thématiques de part égale pour justement les mesurer et les évaluer en pourcentage. La performance de l'entreprise, c'est aussi la performance du collaborateur, c'est aussi la performance du lieu dans lequel vous allez organiser votre travail. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'industrie du tertiaire et c'est réellement ça aujourd'hui parce que, comme vous l'avez vu, on mesure la performance à un ratio coût économique mètre carré. L'interrogation que nous pouvons poser aujourd'hui, est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité de mesurer la performance tertiaire autrement que par un coût? Et c'est une vraie interrogation. Pourquoi? Parce que si on déplace le curseur sur une approche résultat, non plus sur un aspect temps présent, parce qu'aujourd'hui dans le management et dans beaucoup d'entreprises, le présentéisme et figure comme de valeur, là aussi, on accorde plus d'intérêt à la présence du collaborateur sur site qu'au résultat de son temps passé sur site. On pourrait là aussi imaginer une autre approche, d'autres outils de mesure pour justement relier à la fois les ressources humaines et le management avec la performance de l'entreprise mesurée sur une autre valeur. Et on voit qu'en bougeant le curseur sur l'emplacement géographique, eh bien, on peut aussi avoir un indicateur de performance
auprès du collaborateur, si le bureau est plus proche, avec un temps de transport en commun ou un temps de transport individuel plus court, moins stressant, est-ce que sa performance au bureau en présentiel sera modifiée? Après, on descend encore un petit peu plus bas, on va sur le bâtiment. Même chose. Est-ce que l'aménagement, le nombre de collaborateurs, l'importance du bâtiment, le regroupement par thématique ou par service de certains collaborateurs ne va pas jouer sur sa performance individuelle? L'environnement, son ergonomie, c'est-à-dire l'acoustique, le confort olfactif. Si, je vous assure, les clims qui nauséabondes existent encore en Île-de-France et partout dans les bâtiments tertiaires. Les nuisances acoustiques des open space ou même encore de systèmes de ventilation mal réglés, ça existe et c'est même très récurrent. C'est la première source de pollution dans les entreprises. Et puis voilà, bon, je ne vais pas vous faire une pléiade, une liste du Père Noël de tous les problèmes, mais on voit que le bâtiment génère lui aussi un certain nombre d'inconvénients au travail et que des bâtiments plus petits ou des bâtiments plus proches peuvent répondre efficacement au bien-être du collaborateur. Et puis, dernier point, eh bien, c'est le home office. Là aussi, on est passé d'une récompense, un aménagement pour des raisons de facilité de vie familiale. Donc là aussi, sous une forme un peu de récompense pour certains bons collaborateurs ou collaboratrices à qui on permet le mercredi après-midi de travailler à la maison tout en ayant ses enfants à proximité ou en étant disponible pour les accompagner à des activités. On est passé à ça, à tout le contraire, c'est-à-dire du 100% en home office pour des raisons, là encore une fois, très brutales et nécessitées par une pandémie et une décision administrative forte. Mais entre ces deux extrêmes, c'est quoi demain? Comment on va gérer ce cursus de pourcentage de temps passé en home office et en présentéisme dans l'entreprise? Je pense qu'une des grandes interrogations des gens qui sont avec nous aujourd'hui se positionnent sur ce sujet et il est important que vous puissiez questionner votre entreprise sur sa stratégie par rapport à ça. Parce que, bien entendu, eh bien, la stratégie immobilière, la stratégie d'aménagement, la performance, le management et les ressources humaines vont se positionner aussi par rapport à cet élément. Et je reviens donc dans ma boucle vers les ressources humaines et le management parce que si vous décentralisez en totalité, en partie, l'ensemble de vos espaces de travail sur un ou deux ou trois ou plusieurs points en tout autour de son axe principal aujourd'hui, eh bien, vous allez démultiplier à la fois les avantages et les inconvénients sur tous les sujets que nous venons d'aborder. Voilà. Donc, à partir de là, on voit qu'il est essentiel de positionner non pas un cahier des charges technique, nombre de prises, l'ergonomie du plan de travail, le nombre de bureaux, le nombre d'armoires, enfin que sais-je, que vous connaissez tous très certainement pour avoir déjà fait la pratique de cet exercice lors d'un aménagement d'espace de travail. Mais on voit que ce premier cahier des charges n'est en fait que le dernier et qu'il y en a d'autres bien en amont à constituer sur les 5 questionnements et thématiques que je viens de vous présenter. Là, je peux dire qu'aujourd'hui, on est très loin. Dans 90% des cas où nous intervenons, nous professionnels de l'aménagement, de ces 2-3 cahiers des charges supplémentaires avec une stratégie clairement définie, non pas seulement en partie sur la partie technique ou immobilière, mais bien sur une stratégie d'ensemble. Et à mon sens, l'épisode que nous venons de vivre et qui peut probablement se répéter dans X semaines ou mois, l'actualité du quotidien nous apporte un certain nombre d'interrogations et de suspicions sur notre capacité à tourner la page définitivement, vont nous amener de toute façon, et c'est là où je voudrais dans un premier temps conclure, mais pas complètement, en tout cas parce que j'attends avec impatience vos interrogations et vos questions, sur le fait que nous ne sommes qu'à une situation intermédiaire. Aujourd'hui, nous réagissons par rapport à une situation où l'urgence est de mettre en sécurité nos collaborateurs. Et ça,
il y a des outils, il y a des manières. Vous avez un nombre d'informations exponentiel sur le net et on a fait l'exercice il y a quelques jours pour rappeler l'élément sécuritaire immédiat. Mais il est nécessaire, à mon sens, de dépasser cette urgence et cette réaction plutôt pour penser et imaginer et planifier ces nouveaux environnements de travail, car j'ai la conviction qu'ils ne sont que le reflet, ils ne seront en tout cas que le reflet de demandes et d'expressions sous-jacentes non encore révélées et clairement identifiées. Et ça, c'est le monde de demain. En toute modestie, parce que je ne crois pas à une révolution, je suis convaincu intimement que nous aurons affaire à des évolutions par paliers et qu'elles se feront intelligemment en concertation à la fois entre l'employeur, l'entreprise au sens capitalistique, au sens économique, et l'employé et ses représentants. Je parle là aussi, bien entendu, pour les très grandes entreprises qui ont avec elles des organismes paritaires qu'elles consultent et avec qui elles travaillent. Et ça, c'est, je pense, le vrai monde de demain. C'est un monde sur lequel on va devoir partager l'information, partager la communication et partager l'avenir. J'en ai fini sur les grandes thématiques. Je pourrais passer maintenant, s'il y a des questions, et je le souhaite parce que, comme vous l'avez compris, je n'ai pas mon petit pense-pas bête bien préparé avec tout parfait et je reviendrai plutôt vers vous avec du vécu et des vraies interrogations pour compléter mon propos s'il y a des éléments que je n'aurais pas suffisamment explicités et détaillés. Voilà. Jenny, j'espère qu'il y a des questions, vous me rassurerez. Merci beaucoup Stéphane. Non, c'était super complet, donc je pense que les gens ont un peu de temps à processer toutes les informations que tu viens de donner. Donc, encore une fois, n'hésitez pas. Ah, il y a une main qui se lève. Je vais démuter. Et on a des questions qui commencent à apparaître. Alors, déjà, ah bah voilà, je suis content. La main qui se lève. Vas-y, tu peux PHLHZ, tu peux te démuter. Vas-y, prends la parole. C'est en bas à gauche. Désolé, je pense que c'était la main de tout à l'heure. Ah, ok, c'est vrai. Ah. Alors, c'était quoi la question tout à l'heure? Alors, non, c'était pour faire le test, pour vérifier que ça marchait bien. Bon, ça fonctionne bien, on vous rassure, tout va bien. Alors, on a une question D'abord, on va commencer par Tiffaine, qui voudrait savoir les 5 thématiques exactement, car elle n'en a perçu que 4. Alors, la performance de l'entreprise, son emplacement géographique, le type de bâtiment, ressources humaines management et home office, qui est une thématique vraiment à part, complémentaire à ce qu'on avait l'habitude de rencontrer jusqu'à présent. Super. Ça fait bien 5. Voilà. Super. Après, nous avons Eric qui demande comment arriver la flexibilité, l'adaptabilité des environnements de travail et les points durs de l'immobilier. C'est toute la complexité de notre métier. Merci de cette question. Elle est pertinente et je ne sais pas y répondre correctement comme ça à distance. Je plaisante un petit peu. En fait, le modèle de flexibilité des environnements de travail, je ne vais pas faire le vieux, j'ai que 50 ans, donc je m'estime encore un peu jeune. Mais au tout début de ma carrière, en 1992-93, on était en plein dans la flexibilité des environnements de travail. Donc, vous voyez, ce n'est pas récent. Progressivement, on a vu cette flexibilité qui était à la base faite pour la communication et l'interactivité entre les collaborateurs se muter plus exactement vers une flexibilité de performance du bâtiment et de la concentration au mètre carré du nombre de collaborateurs. Je pense qu'on est arrivé au bout de ce cycle. Clairement, pendant très longtemps, on a fait bouger les hommes, on a fait bouger les objets. Je pense qu'aujourd'hui, on va venir plutôt dans un environnement un peu plus statique, institut personae, c'est-à-dire les collaborateurs vont moins se déplacer physiquement, mais ils vont plus communiquer entre eux par des moyens de communication comme celui que nous utilisons aujourd'hui, indépendamment de leur emplacement. Donc, c'est un peu prophétique ce que je suis en train de dire, mais en 25 ans de carrière, j'ai vraiment vu l'étalement et l'évolution de ce type d'aménagement et sa modification profonde dans le sens premier qui lui avait été donné au départ. Et je pense qu'on est arrivé à terme. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu très exactement à votre question. De toute façon,
les bâtiments aujourd'hui vont être certainement plus petits, certainement plus éloignés et moins concentrés, et il y aura moins de besoin, je dirais, d'avoir de la flexibilité matérielle. Tout à l'heure, j'ai oublié de parler d'une chose, et merci parce que là, ça m'a fait revenir sur quelque chose d'important. On a parlé de la performance de l'entreprise, la performance des aménagements. Jusqu'à présent, on parlait beaucoup de coûts au mètre carré. C'est ce qui faisait que la flexibilité est nécessaire pour mettre plus de personnes sur un nombre de mètres carrés donné. En fait, le grand virage qui se profile à l'horizon, et là, je vais répondre concrètement à votre question, c'est qu'on ne va plus avoir la même indicateur. Ah. Stéphane, on t'a perdu. Ah. Je suis revenu, excusez-moi, je suis confus. Je suis vraiment désolé. En panique. Ah, La perte de l'intervenant. La perte de J'ai fait du l'intervenant. mieux que je pouvais. En fait, on va opposer. En fait, la vraie évolution, et là, j'en suis sûr de ça. Là aussi, je peux être prophète sur le sujet. On va plus parler de ratio au mètre carré, mais on va parler de pourcentage d'utilisation. En fait, votre bureau, votre emplacement de bureau aujourd'hui en présentiel dans l'entreprise, on peut penser que ça sera plus du home office à 100% ou à 50%. Donc, ça veut dire qu'il y a 50% du temps où votre emplacement de travail n'est plus à vous, mais peut être utilisé par quelqu'un d'autre. Donc, c'est là la grande mutation. C'est que comme les gens seront de moins en moins présents à leur poste de travail en période continue et de façon structurée, organisée, planifiée, régulière et journalière, on va passer à ce qui a été fait dans les années 92, là aussi, chez Arthur Andersen, qui était très visionnaire à l'époque, avec une réservation de son emplacement de travail, parce que ça avait permis de réduire le nombre de postes de travail et les surfaces de bureaux. Donc, je pense que cette flexibilité attendue, elle ne sera plus dans les objets, elle sera dans le temps et le taux d'occupation de l'espace de travail. Ok, bah c'est marrant parce que la prochaine question était sur ça, donc je pense que tu y as Donc, j'ai répondu. répondu d'une certaine manière parce que c'était Emmanuel disait qu'il y avait un grand débat dans son entreprise, et le grand débat était le ratio mètre carré par personne. C'est un débat qui, pour moi, est derrière nous parce que les entreprises qui fonctionneront encore sur ce ratio de performance ne seront pas dans le ratio de performance de résultat. Ils sont dans un ratio de performance coût. Et ce que démontre l'actualité, c'est que le home office permet à bon nombre des collaborateurs de travailler plus vite, plus efficacement et avec un rendu de meilleure qualité. J'ai plein d'exemples autour de moi de gens qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés tout seuls chez eux, pas forcément dans les meilleures conditions, je dirais, ergonomiques de travail, mais qui ont la possibilité de poser leur esprit pour pouvoir travailler de façon efficace. Et ça, c'est un grand virage. Et je pense que bon nombre de RH, bon nombre de dirigeants vont prendre conscience de ce nouveau état d'esprit possible, même dans l'entreprise. En fait, c'est viser la qualité au lieu de la quantité. Ouais, du coup, Emmanuel rebondit sur ça en disant, du coup, pour faire suite au webinaire d'hier, il faut prévoir de nouveaux espaces à disposition des salariés, des espaces de concentration, de réflexion, de brainstorming ou de pause. En fait, effectivement, le sujet, c'est qu'on va rentrer dans la gestion du temps individuel au lieu de la gestion du temps collectif. Et c'est là où l'essentiel du travail, du management, son futur travail, ça va être d'organiser des vraies sessions de travail présentéisme parce qu'on aura quand même, et je le pense, besoin du contact humain. Ça reste une donnée matérielle incontournable de l'espèce humaine. On se construit aussi dans le rapport tactile, présentiel, et toutes les technologies comme celles que nous utilisons aujourd'hui sont magnifiques, extraordinaires, révolutionnaires, tout ce que l'on veut, mais elles sont un filtre à nos émotions, à notre ressenti, et ça, on ne peut pas s'en passer. Donc, je reviens sur la notion d'Emmanuel, qui est que les espaces vont être redéfinis, vont être repensés pour des utilisations beaucoup plus mesurées et identifiées qu'auparavant. On peut se poser la question de savoir quel est l'avenir de la grande salle de réunion. On peut se poser la question de l'avenir de la cafette, qui a été l'emblème des années 2000-2010, où
quelle est l'entreprise qui n'avait pas sa cafette avec son baby-foot, façon Google. Je rappelle à ce titre que ces aménagements ont été faits pour des raisons d'emplacement géographique des entreprises aux États-Unis, parce qu'elles étaient seules, implantées au milieu de nulle part, et qu'une fois qu'on était sur place, il fallait passer un peu de temps. Et donc le temps mort entre la pause et le travail, il fallait que ça soit agréable si on n'arrivait pas à avoir l'attractivité sur les compétences dont l'entreprise avait besoin. Je vais vous donner une anecdote pour compléter ce sujet parce que ça me fait rebondir et encore une fois, merci pour vos questions. Vous avez le grand plateau de Saclay, donc à côté de Paris, qui est un pôle d'excellence universitaire, technologique et dont un des principaux freins à son développement, c'est l'attractivité des compétences. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y a rien à faire. Et qu'aujourd'hui, quand on a entre 25 et 35 ans, qu'on est universitaire, qu'on est chercheur, qu'on est dans le domaine d'excellence, on n'est pas constamment le nez dans son document en train de travailler, on vit et on a besoin d'une vie sociale. Et ça, c'est aussi important que le travail. Et la limite de l'exercice, de la concentration, je reviens sur cette unité de concentration, sur exercer de la massification à certains endroits d'environnement de travail très concentré, on peut estimer aussi qu'on va en définir les limites et elles sont déjà apparues et elles vont s'amplifier, je pense, avec ce que nous sommes en train de vivre. Super, bah, merci beaucoup. Alors, on avait une question d'Amélie aussi qui disait qu'elle n'avait pas forcément compris la conclusion sur le partage de la com. Ah, le partage de la communication. Alors, tout d'abord, je m'excuse si je n'ai pas été assez clair. C'est un peu compliqué en réalité. En fait, c'est intimement lié au management. Là aussi, le home office, le télétravail a mis au chômage technique un certain nombre de managers qu'on appelle courroies de transmission, dont la raison d'être est plutôt dans le contrôle, dans le flicage, dans donne-moi l'info, je vais le reporter dans un beau tableau de synthèse à ma hiérarchie, enfin notre hiérarchie, et une fois qu'elle m'aura fait ses conclusions, je te rapporterai ce dont tu as besoin. En fait, la communication, elle est perturbée aujourd'hui parce que, comme vous êtes plus présent, eh bien, on a trouvé que structurer la communication devait se faire autrement que par une voie purement hiérarchique. Donc, en clair, ce qu'on a observé, et là j'ai eu des statistiques sur l'explosion du nombre de messages mails envoyés par collaborateurs, le nombre de visioconférences où en fait la performance de certains managers était clairement identifiée comme quasiment nulle, puisqu'en fait, en n'étant pas à côté ou au contact de leurs collaborateurs, ben, ils n'avaient plus grand-chose à raconter. Voilà, je synthétise un petit peu tout ça. Donc aujourd'hui, la communication dans l'entreprise, il y a le volet managérial, il y a le volet présentéisme au sein même de l'entreprise, et puis il y a le volet outils. Comment on va communiquer avec les gens à distance, parce que si on est en home office, en télétravail, quels sont les outils qu'on va mettre en place? Je pourrais même en rajouter un troisième que je n'ai pas abordé, n'étant pas avec mes bonnes notes, encore une fois, j'en suis contrit, c'est la sécurité de l'information. On a connu la polémique sur l'outil que nous sommes en train d'utiliser, de Zoom, sur l'incapacité qu'on avait de sécuriser les informations. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. À partir du moment où on va sortir l'information du lieu sacré, du bunker que représente l'entreprise, où l'IT, c'est-à-dire leur service informatique, a complètement verrouillé ce qui rentre et ce qui sort, ça va poser des questions. Donc, dans vos fameux cahiers des charges, le service informatique va avoir un vrai travail de sécurisation dans le contenu, dans la forme, dans le transport. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Amélie, on t'adore. Parce que déjà, elle a dit que tu étais excusée de ne pas avoir été très claire sur le sujet. C'est mon côté un peu bisounours. Voilà. J'avais une petite question, si je peux me permettre, que je n'en vois pas arriver. Pour Stéphane, vous avez parlé en début de conférence de cette différence entre évolution et révolution. C'est est-ce que l'on va connaître une évolution, et voire même d'ailleurs à minima une montagne qui accouche d'une souris, ou à contrario une révolution. Pour vous, cette évolution de l'un à l'autre, qu'est-ce qui ferait qu'on passerait à une révolution? Est-ce que, alors je suis désolé pour celles et ceux qui étaient présents hier, je vais y avoir une redite, mais c'est une thématique qui me tient à cœur.
Est-ce que justement la prise en compte d'éléments sociétaux qui apparaissent comme les inégalités, comme la connaissance de l'autre, vont contribuer également à ce passage d'évolution à révolution, ou c'est pour vous uniquement technique, ou est-ce que éventuellement peut-être des thématiques sous-jacentes d'ordre sociétal vont permettre d'évoluer, de faire évoluer de l'évolution vers une révolution? Alors, comme j'ai dit, moi, je ne crois pas à la révolution, mais ça, c'est une conviction personnelle. Je peux expliquer sur quoi je m'appuie, mais il y a une part de ressenti, d'expérience, de vécu. Donc, je me contenterai de rester sur du factuel. Tout d'abord, toutes les organisations d'entreprise ne sont pas fondées sur le même moule et sur le même mode en termes de gestion des hommes et dans la vision ou la place de l'homme au sein même de l'organisation. On a des entreprises qui sont extrêmement structurées de par leur taille et où l'humain doit s'adapter à l'organisation, là aussi non pas par une volonté suprême de positionner l'organisation de façon coercitive, mais par la nécessité même de la taille de l'entreprise. On peut comprendre qu'une entreprise comme Renault, ces dizaines de milliers de collaborateurs ne permettent pas, ou en tout cas freinent un certain nombre d'innovations et d'adaptation à la personnalité et aux besoins sociétaux. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'à contrario, on est dans un pays et on va se diriger aussi vers une multitude de remises en cause du statut même du collaborateur. Avant la crise, c'était un sujet qui était quand même assez posé. Est-ce que l'avenir du salariat est acquis de façon ad vitam aeternam? Donc là aussi, c'est un indicateur qui peut changer beaucoup de choses. Parce que si demain, vous n'avez plus un contrat à durée indéterminée tel que nous le connaissons aujourd'hui, mais sous une forme réglementée complètement différente, votre lien de subordination avec l'entreprise, comment il va se positionner? Et donc, de facto, votre présence même au sein de l'entreprise, physiquement, en quoi est-ce qu'il sera nécessaire? Donc, c'est pour ça que la révolution, ça serait plutôt une réaction par rapport à quelque chose d'insurmontable. Alors, ça pourrait être le scénario catastrophe d'une pandémie récurrente, avec une récurrence courte, c'est-à-dire à moins de 3 mois ou à moins de 6 mois. Quelque chose qui fasse que tous les 3 ou 4 mois, on est obligé de cloisonner, de se fermer et de réduire à portion congrue notre activité. Oui, là, on pourrait être face à une révolution. Mais si ce n'est pas le cas, et je suis dans une hypothèse et rien de plus, on ne pourra pas assister à une révolution, on assistera plus exactement à une évolution et des évolutions qui se feront en fonction de l'environnement et de la politique même de chaque entreprise ou de grandes régions telles que l'Europe, l'Asie, les États-Unis, où chacun de ces continents a sa culture et son mode de fonctionnement qui lui est propre. Voilà. Donc, ce n'est pas écrit. Je suis désolé si cette réponse est un peu à la normande, ni oui ni non, mais la seule position que j'ai, c'est que je ne vois pas aujourd'hui de raison valable à une révolution profonde et durable. On est dans la réaction face à une pandémie qui nous a touchés, qui nous a brutalement imposé à nous comporter différemment, mais pour un temps donné qui n'est pas inscrit dans la durée de façon déterminée et en tout cas durable de façon visible. Question d'Emmanuel? On a une dernière question, et je pense que ça va être la dernière question, avant de passer au mot de la fin. Donc, il y a Emmanuel qui demande, qui dit le discours est beau, mais quels sont les moyens financiers à mettre en place? Alors, ça, c'est vraiment la question que tous les dirigeants d'entreprise vont se poser. Combien ça coûte? Combien ça me rapporte? À chaque fois qu'on lance un produit, on essaye de se mettre, parce que c'est un produit, hein, c'est un mode de fonctionnement, c'est une organisation, donc c'est un business plan, donc c'est effectivement investir. Donc, quel est l'investissement que je dois consentir et sous combien de temps cet investissement il va être rentable? Là aussi, je suis désolé, je n'ai pas les moyens de répondre concrètement à cette question. Je peux juste poser l'étendue de ces indicateurs. Il y a un coût, enfin, il n'y a pas un coût, il y a un investissement. En fait, si la stratégie de l'entreprise, c'est d'aller vers l'efficacité du collaborateur et même, on peut imaginer à terme, réduire à portion congrue les surfaces déterminées au travail en présentéisme au sein même de l'entreprise, le coût pour le coup
excusez-moi du pléonasme, il est très limité. C'est-à-dire qu'il y a un transfert d'équipement assez léger chez chaque collaborateur, pas énorme. Pour mémoire, un poste de travail en entreprise à l'achat, c'est 1 200 € en moyenne hors taxe. C'est à peu près les moyennes qu'on a sur des grands groupes, donc qui ont gros pouvoir d'achat. Le coût d'aménagement d'un espace de travail hors bureau, mais sur la partie technique, on est aux alentours de 1 400 1 500 € en fonction, alors, hors IGH, c'est-à-dire les grands immeubles. Donc, on voit que tout ça, et les coûts d'exploitation de l'immeuble en lui-même, quand vous êtes locataire avec les charges et le loyer, enfin, voilà, si vous mettez tout ça bout à bout, vous avez déjà une belle enveloppe sur laquelle vous pouvez déjà définir, en coupant un certain nombre de mètres carrés, là pour le coup c'est une vraie économie, eh bien, un premier gain. Mais le vrai gain, il n'est pas sur l'immobilier. Le vrai gain, il est sur la manière et le mode de fonctionnement et le résultat de vos collaborateurs. J'insiste, plus on va se tourner dans les années, dans les décennies qui viennent vers le résultat individuel, plus le résultat collectif en ressortira grandi, renforcé et performant. Je pense que c'est deux manières de voir les choses. Elles ne sont pas en opposition, elles sont en complémentarité. Et aujourd'hui, là, en quelques mots, je suis réellement incapable de vous dire quels sont les indicateurs qui vous permettront de déterminer un chiffre clé sur lequel vous pourrez vous poser. En tout cas, je vous remercie pour le beau discours. Merci beaucoup, Stéphane. On va passer au mot de la fin. Si Stéphane, tu veux, enfin, ou Stéphane, si tu veux dire une dernière chose avant de passer la parole à Stéphane. Écoutez, oui, moi je représente l'UNED. Alors, je fais mon job aussi. Je suis le président de l'Île-de-France, des architectes d'intérieur designers. J'ai voulu volontairement être très généraliste et bien faire comprendre que la réflexion en amont des cahiers des charges ne se limitait pas à un nombre de bureaux, à sa forme, à sa couleur. J'exagère bien entendu, mais qu'il devait être un peu plus profond et travaillé en amont. C'est parce qu'en regard de ce travail que vous allez fournir, vous avez des professionnels qui ont des grilles de lecture, qui ont une expérience, qui vont vous accompagner aussi dans la constitution de ces nouveaux cahiers des charges sur lesquels vous n'aviez peut-être pas l'habitude de vous positionner dans le cadre de vos nouveaux aménagements ou de vos transferts d'entreprise. Certaines agences d'architecture d'intérieur ont aussi des départements de conseil où sont associés avec des entreprises de conseil sur des stratégies immobilières, sur des stratégies du changement. Enfin voilà, vous avez la possibilité au travers d'une équipe de projet de constituer des experts qui vont vous accompagner sur toutes les étapes de vos nouveaux projets de transformation, à la fois d'organisation et de lieu de travail. Voilà, donc n'hésitez pas à contacter Officeni qui reviendra vers nous pour vous donner des indicateurs et aussi des professionnels reconnus sur ces thématiques. J'ai fini, voilà. Bravo, quelle conclusion, quel panache. Merci Stéphane. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et merci Stéphane, merci Officeni, j'allais oublier. Je ne voudrais pas passer à côté de ça et c'est un joke entre nous. Merci beaucoup. Je ne peux que réitérer, si vous voulez, le plaisir dont je vous faisais part effectivement d'introduction d'avoir organisé ce cycle. C'est vrai que c'est une période qui est à la fois pleine de doutes, d'interrogations, mais comme toute période de bouleversement, il y a des opportunités, il y a de l'intelligence collective à aller chercher pour trouver de nouvelles solutions. Donc, c'est vraiment l'aspect passionnant. D'ailleurs, quand tu parlais de compétences, nous avons eu la chance hier d'avoir Élodie Sago, qui je crois est présente, qui de main de maître avait balayé effectivement un ensemble de thématiques liées au RH, pardon. Et demain, effectivement, Catherine Le Gall, qui nous parlera effectivement de comment équiper la maison, parce que toutes les problématiques effectivement d'entreprise, que ce soit la luminosité, l'ergonomie du poste de travail, du coup, ce sont les thématiques qui vont se transposer à la maison. Et je vous remercie encore une fois toutes et tous de nous avoir suivis. Merci à Stéphane, merci Eugénie, et encore une fois toutes et tous. Et puis à demain pour de nouvelles aventures. Merci à toutes et tous. À bientôt. Alors, je merci rappelle, merci beaucoup. Et je rappelle, parce que j'ai vu quelques questions sur le replay. Et le replay, je vais mettre le replay sur YouTube cet après-midi. Et j'enverrai le lien de la chaîne. Je vous enverrai à tous le lien de la chaîne. Voilà, bonne journée. À consommer sans modération, c'est remboursé par la Sécu. Merci beaucoup.
Salut. Merci à toutes et tous. À très bientôt. Merci. Salut.